Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. 83 exploitants agricoles indemnisés après la perte de leur production due aux pluies exceptionnelles de février et mars dernier. Le Fonds de secours outre-mer a octroyé à la Guyane plus d'1,7 million d'euros au titre des pertes. L'année scolaire touche bientôt à sa fin. Les communes préparent déjà les animations à mettre en place dans les quartiers prioritaires durant les 2 mois de vacances. 71 projets sont ciblés par l'État dans le cadre de la politique de la ville. Exemple à Macoria. Aujourd'hui, c'est le 21 juin. On fête la musique dans toutes ses notes et ses formes. Le Conservatoire de musique danse-théâtre de Guyane a proposé cet après-midi une série d'animations dans ses locaux, mélangeant élèves et enseignants. Une manifestation qui se poursuit ce soir. Et on prend tout de suite la direction justement de cette information. On vous rappelle qu'il y a eu donc ce placement en détention provisoire de l'une des animatrices qui a été brûlée, impliquée dans cette affaire de bébé brûlé à la crèche de Remire-Montjoly. Eh bien cet après-midi, l'autre animatrice était présentée à un juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire du Larivot à Matoury. On fait le point sur cette affaire avec Laurent Marot. Cheveux teints en rouge, au bleu ciel, pantalon noir, l'animatrice de la crèche Bébé d'Amour se tient debout face à la juge des libertés et de la détention. Cette jeune femme de 22 ans, née à Maripasoula, est poursuivie, rappelle la juge, pour violence volontaire sur 2 mineurs de moins de 15 ans. Les 2 bébés accueillis à la crèche des âmes claires brûlés avec de l'eau très chaude le 15 juin. L'animatrice est aussi poursuivie pour non-assistance à personne en danger. Enjeu de cette audience, le placement ou non en détention provisoire de la jeune animatrice qui attendait en prison ce débat devant la juge des libertés suite à sa garde à vue. Nous avons dû quitter la salle avant le débat, la magistrate ayant décidé le huis clos. Huis clos demandé à la fois par le parquet et la défense, le parquet qui évoque la passion médiatique autour de cette affaire générant de la tension, la défense parlant de haine sur les réseaux sociaux orientée contre sa cliente. Après 20 minutes d'audience à huis clos, donc, la juge des libertés s'est retirée pour délibérer, puis a annoncé le placement en détention provisoire de la jeune animatrice, encadrée par 2 gendarmes. Elle est donc repartie en prison, le visage impassible. Et notez que l'avocate de la défense a fait appel de ce placement en détention provisoire, un appel qui sera examiné ultérieurement par la chambre d'instruction. Et rappelons dans ce dossier, comme on le disait tout à l'heure, que l'autre animatrice est en détention provisoire depuis samedi. L'autre animatrice impliquée dans ce dossier des bébés brûlés de la crèche de Remire-Montjoly. Allez, on poursuit avec la SAFER Guyane qui est désormais opérationnelle. Ce matin, à l'hôtel de la préfecture, elle a mis en place le PPAS, son plan pluriannuel d'activité de la SAFER pour les périodes allant de 2024 à 2028. Alors, un document de pilotage stratégique et obligatoire a été mis en œuvre. La directrice générale de la Fédération nationale des SAFER a effectué le déplacement. Ce PPAS fixe les priorités et le cadre dans lequel la structure devra évoluer durant les 4 prochaines années. On écoute Chantal Berthelot, la présidente de la SAFER Guyane, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, au micro de Patrick Lark et Sifiane Dei. Cette réunion de ce matin, qui est une directive du ministère, de faire cette réunion pour relancer l'élaboration de BPAS, oui, parce que ça veut dire que la SAFER va dire, avec les concertations qui vont avoir lieu, qu'est-ce qu'on souhaite de cette affaire? C'est quoi son champ d'activité pendant les 5 ans à venir? Donc oui, on est sur l'opérationnalité. La priorité pour l'instant, c'est de dire il y a des terrains agricoles qui ont été attribués et qui ne sont pas mis en valeur. Eh bien ça, on va pouvoir les récupérer une fois que tout le processus a été mis en place pour pouvoir installer d'autres agriculteurs. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont en demande de foncier, donc ça nous permettra de répondre à ces agriculteurs. La Fédération nationale des SAFER, elle est en soutien. On apporte des outils, on apporte des réflexions, on apporte du partage avec d'autres SAFER, et puis on peut faire le lien avec, par exemple, les ministères, les instances nationales. Qui compose ce PPAS? Alors le PPAS, c'est un travail de la SAFER qui doit consulter l'ensemble des acteurs du territoire, que ce soit les collectivités, que ce soit les représentants des agriculteurs, que ce soit les représentants de l'environnement par exemple. Tout le monde aura son mot à dire sur les objectifs du PPAS.
Et les objectifs autour de la SAFER sont nombreuses. En attendant, 83 exploitants agricoles sont soulagés. Le Fonds de secours pour l'outre-mer a validé une indemnisation à hauteur d'1 740 000 € au titre des pertes de suite aux fortes précipitations. C'était en février et mars dernier. On fait le point avec Jocelyne Elgouache et Martial Grit. Ludovic Demba est apiculteur à Macoria. Les pluies exceptionnelles qui se sont abattues en février et mars 2022 ont provoqué d'énormes pertes pour son exploitation. Les 3/4 de ses abeilles ont été décimées. Les eaux ont submergé les ruches. Il y avait eu un jour où il y avait toute la RN qui était complètement bloquée là. Ce jour-là, il y avait une grosse montée des eaux dans le rucher. Il y a quelques supports qui sont tombés. Et donc du coup, il y a des ruches qui étaient carrément dans l'eau. Donc c'était fini. Ludovic Demba fait partie des agriculteurs guyanais qui bénéficieront du fonds de secours pour l'outre-mer. C'est la première fois que le caractère de calamité agricole est reconnu pour la Guyane. L'apiculteur bénéficiera d'une aide à hauteur de 30% des pertes subies. On va la prendre quand même, mais ça ne va pas couvrir tout ce qu'on a perdu. En plus de ça, dans la calamité agricole, on nous demande certaines choses, mais sur le carburant, le trajet, tout ça, c'est pas des choses que moi j'ai pu intégrer dedans. Donc on prend les 30%, les 30% on les réinvestit dans du matériel, on se relance et puis on verra jusqu'où on peut arriver avec ces 30%-là. Jacques Nicolas fait aussi partie des exploitants agricoles qui ont subi de lourdes pertes après les inondations de 2022. Ce patron de 2 boucheries en Guyane et d'un cheptel de 800 bêtes regarde encore avec émotion l'état des pâturages de ses bovins en mars 2022. Des champs transformés en étangs à perte de vue. Pour aller rencontrer, il faut... J'ai dû m'acheter une petite coque pour passer de parcelle en parcelle, pour aller nourrir les bêtes qu'on a pu faire monter sur les montagnes les plus hautes, quoi. La direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a instruit le dossier en collectant de nombreuses preuves des pertes des exploitants agricoles de 17 communes de Guyane. On a un travail de terrain, donc dès qu'on a été informé par la Chambre d'agriculture que des agriculteurs avaient mentionné des pertes importantes suite aux fortes pluies, on a été constaté sur les exploitations, donc ça a été des vidéos, des images, montrant qu'effectivement certains agriculteurs avaient perdu en partie ou la totalité de leur production. Et surtout, on s'est appuyé sur les données de Météo France pour bien prouver que c'était un caractère exceptionnel, les quantités d'eau qui étaient tombées en quelques semaines sur la Guyane. Et c'est avec ces éléments-là qu'on a rencontré le ministère de l'Outre-mer et qu'on a fait valoir ce dispositif de calamité agricole. Le Fonds de secours pour l'outre-mer a validé une indemnisation à hauteur d'1 740 000 € pour 83 exploitations de Guyane. Et notez que ces exploitants agricoles ont déjà reçu leur indemnité, en tout cas une partie, les autres devraient les recevoir d'ici un mois. L'année scolaire se termine, on vous le disait en titre, et les communes préparent déjà les animations à mettre en place durant les 2 mois de vacances. Elles s'appuient sur l'opération Quartier d'été qui vise à animer les quartiers populaires. 71 projets soutenus par l'État, des projets dans le cadre de la politique de la ville. Exemple à Macoria avec Véronique Nison et Clotilde Séraphin-Georges. Dans les locaux du développement social urbain de Macoria, les affiches sont prêtes à être placardées sur les murs de la commune. Tous les quartiers de la ville sont classés en zone prioritaire. Alors pour cette 3e édition des quartiers d'été, le service dédié à la qualité de vie des habitants a prévu toute une série d'activités gratuites pour les enfants de la commune. La commune a mis en place une équipe de 7 adultes relais qui sont des ambassadeurs du lien social sur le territoire qui vont s'occuper tout l'été de mettre en place ces activités sur place. On va essayer de toucher entre 1500 et 2000 jeunes macoriens. Des ambassadrices en l'occurrence. Elles ont d'abord la charge d'informer sur les futures animations, jouer aussi le rôle de médiatrice pour répondre aux attentes de la population et mener les inscriptions pour les premières sorties. Il y aura le ciné, il y aura le zoo, il y aura le ranch, il y aura l'escalade d'Aroura, il y aura une visite aux îles du Salut. Un temps de respiration et de détente, un air de vacances apprécié des habitants qui renforce aussi le lien social. On va au cinéma, on va au quartier, des fois on nettoie notre cité et on fait beaucoup de choses avec eux.
Et mes enfants, ils ont participé à beaucoup d'activités. Pour moi, c'est bien, c'est pas mal des animations. C'est bien pour moi. Les activités font partie de la politique de la ville, entièrement financée par l'État. Pour Macouria, c'est un peu plus de 70 000 € de budget pour les 2 mois de grandes vacances. Cela permet d'avoir par exemple un animateur de la Ligue de skate à disposition tous les jours à Soula. On va aussi proposer des activités genre comme des cours de roller, des cours de street et aussi on va essayer de rajouter cette année de roller dance, pourquoi pas. Et on va aussi faire des randos. Le village Kalipour de Kamou-Yéné intègre le dispositif pour la première fois. Des activités traditionnelles seront proposées aux enfants, comme c'est déjà le cas tous les mercredis, mais avec des sorties découvertes et sportives en plus. De quoi occuper l'ensemble des enfants de Macouria, à tous les âges et pendant toute la durée des grandes vacances. L'opération quartier d'été, dans le cadre de la politique de la ville, vise à revaloriser les quartiers urbains et à réduire surtout les inégalités sociales. Voyons quelles sont les actions menées sur notre territoire avec Révessa Dubois et les délégués du préfet à la politique de la ville. C'est la rubrique En savoir plus. Quels sont les champs d'action de la politique de la ville ? La politique de la ville intervient sur de nombreux champs d'action, parmi lesquels justement ce que l'on appelle le pilier cohésion sociale, le pilier cadre de vie et renouvellement urbain, ainsi que le pilier développement économique et emploi. Parmi ces différents piliers, on trouve notamment des thématiques liées à l'éducation, à la culture, à la santé, au sport, au lien social ou encore en matière de cadre de vie, d'insertion par l'activité économique, d'économie sociale et solidaire ou d'accompagnement à la création d'entreprises. Combien de projets financés en 2023 et de quel type ? En 2023, ce sont plus de 400 projets qui ont été financés par les services de l'État au travers de la politique de la ville. Parmi les différents projets financés, nous sommes allés financer justement des projets portés par les collectivités, mais également par les porteurs associatifs. Ça a été justement pour le coup, en tout cas un certain nombre de projets en matière de création, en tout cas d'accompagnement à la création d'activités, également des projets en matière de réussite éducative, de culture, de développement de la culture sur le territoire, de promotion de la santé et de médiation. En tout cas, c'est le type de projet que nous finançons chaque année. Quel est le bilan de la politique de la ville en Guyane ? Ce sont vraiment pour le coup des activités phares au titre de la politique de la ville, vraiment concentrées notamment sur la jeunesse. Et nous savons que la Guyane est un territoire particulièrement jeune. Dans ce cadre-là, il s'agit de favoriser le lien social, la découverte du territoire, le fait de faire sortir les jeunes justement des différents quartiers au travers du dispositif quartier d'été. On s'intéresse maintenant à un autre dispositif, la bourse étudiante. Des mesures ont été annoncées lors du dernier Conseil national de la refondation dédié à la jeunesse. Les conditions d'accession ont été élargies. Des aides destinées aux ultramarins, aux étudiants ultramarins ont fait l'objet de revalorisation. On fait le point avec Nora Nonet. À la rentrée prochaine, plus de boursiers avec des poches peut-être un peu plus remplies. Au niveau national, l'État revalorise les bourses d'au moins 37 € pour tous les bénéficiaires. À cela est ajouté 30 € pour les étudiants boursiers dans les DROM et les collectivités d'outre-mer. Ainsi, ils auront le droit à une aide revalorisée de 67 € à 157 € selon les échelons. Quand les étudiants nous parlent de précarité, quand il y a des difficultés, eh bien particulièrement pour les étudiants ultramarins, c'est probablement un échelon supplémentaire. Et c'est pour ça, nous avons voulu apporter une réponse supplémentaire aux étudiants qui étudient en Outre-mer. Et avec cela, ces étudiants pourront toujours prendre un repas à moindre coût dans les restaurants universitaires. Les étudiants boursiers ou les étudiants précaires d'outre-mer doivent s'adresser à leur CROUS pour pouvoir y avoir droit et nous essayons de multiplier les lieux de restauration pour rendre accessible cette restauration. Je rappelle à un tarif social qui est 3,30 € pour tous les étudiants et le tarif des étudiants boursiers ou étudiants précaires à 1 €. L'État s'est également engagé à rénover certaines résidences universitaires. Sur les 3000 logements CROUS en Outre-mer, près de 600 pourraient être concernés dans les prochains mois.
Le changement climatique est l'une des grandes préoccupations des jeunes, mais aussi des moins jeunes. Tempêtes, tornades, crues soudaines. Les nouveaux termes pour décrire le phénomène que l'on vit actuellement se multiplient. Sur notre site internet, nous vous proposons de faire connaissance avec 5 d'entre eux. Alors un article signé Catherine Lama pour découvrir donc ces nouveaux termes. Et le climat est au cœur des préoccupations dans la Caraïbe. L'arc antillais est menacé par la tempête Bret. Alors elle s'approche à grands pas et se trouve à moins de 1000 km de la côte martiniquaise pour une vitesse d'environ 26 km/h. L'île est placée en vigilance jaune car elle se trouve sur sa trajectoire. Les premiers effets sont attendus cette nuit. Notez que les établissements scolaires sont fermés en Martinique à partir de demain. Et la Martinique qui fait face à un autre climat tout aussi inquiétant, l'insécurité. 16 morts depuis le début de l'année, 16 homicides depuis le début de l'année. Récemment, une fusillade a fait dans le secteur de Dilan 2 morts. Les autorités ont décidé de réagir. Franck Zozor et Christelle Sivat. Combien vous avez de témoins qui viennent consolider et aider les forces de sécurité à construire leur dossier judiciaire? Combien? Vous avez dit le nombre de criminels en Martinique, vous avez dit 200. Alors combien de témoins? Une conférence de presse en préfecture pour expliquer les moyens mis en place par l'État pour lutter contre les délinquants et autres criminels qui sévissent en Martinique. À compter d'octobre prochain, notre territoire devrait recevoir des renforts avec une trentaine de gendarmes. De nombreuses communes seront équipées de caméras, de vidéosurveillance. Fort-de-France, Diamant, Sainte-Marie, Basse-Pointe, Saint-Joseph pour aider les forces de l'ordre. Concrètement, il faut faire 2 choses. C'est empêcher la circulation des criminels et des armes, mais surtout, toujours avec cet esprit de avant, il faut empêcher l'introduction. C'est ce qui a été rappelé sur la surveillance périmétrique, à la fois par des moyens de vidéoprotection, puisque vous savez qu'on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque Martiniquais. Par contre, en mettant des caméras de vidéoprotection, mais également de vidéo-verbalisation, ça peut décupler les moyens. Autre sujet évoqué, les meurtres de ces jours derniers. 16 crimes commis depuis le début de l'année. Pour certains d'entre eux, des liens sont faits avec le trafic de cocaïne et les îles voisines. On a ce phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur avec des règlements de compte. Donc c'est un phénomène sur lequel nous travaillons, la police judiciaire de la DTPN travaille avec acharnement. Et il convient de souligner effectivement qu'on a des apports extérieurs d'autres d'îles voisines, de trafics qui se mettent en place et de règlements de compte qui sont liés à ces trafics. Et pour le préfet de région, l'autre fait qui nous interpelle, c'est que 25% des crimes et faits de violence ont lieu dans les familles. 25% des crimes commis depuis le début de l'année sont le fait de violences intrafamiliales. Ça ne veut pas dire qu'ils concernent des femmes, ça veut dire qu'ils sont le fait de violences intrafamiliales. Et il y a une réalité aussi de violences contre les femmes, avec 5 faits par jour, qui viennent nourrir et complexifier la lutte. Autre chiffre qui retient notre attention, le taux de récidive en Martinique est de 90%. Un plan local de sécurité sera bientôt mis en place pour juguler cette violence. Sport à présent, la Martinique et la Guadeloupe ont fêté leur qualification pour la Gold Cup. Malheureusement, la Guyane échoue aux portes de la compétition après la défaite des Yanadoko hier soir face à Saint-Kitts-et-Nevis. Une défaite 4 tirs au but à 2 après un score nul, 1 but partout dans le temps réglementaire. Le résumé de la rencontre avec Jean-Gilles Lassard. Lewis En inscrivant le 4e tir au but de Saint-Kitts, envoie les Sugar Boys en Gold Club pour la première fois de leur histoire. C'est au terme d'une rencontre que l'on savait physique et difficile que les Yanadoko ont une fois de plus démontré leur difficulté à prendre un match à bras-le-corps dès son entame. C'est à l'image du premier match. Le premier match, on a mis du temps à rentrer dans le match. On a quand même su réagir. Là encore, pareil, la première mi-temps, je ne sais pas ce qui s'est passé. On s'est fait bouffer dans les duels. On est venu en deuxième mi-temps avec de meilleures intentions. Après avoir été sérieusement sermonnés à la mi-temps, les Yanadoko vont mettre 8 minutes à revenir au tableau d'affichage, suite à une main et un pénalty transformé par Arnold Abelati. Il signe son 3e but en 2 matchs. Les occasions, elles ne seront pas nombreuses de part et d'autre au cours de cette seconde période.
Mais tout aurait pu basculer au cours du temps additionnel. Tout d'abord pour Saint-Kitts par Tikan Terrell. Il est tout seul pour une frappe. Puis dans la foulée par Yvelin Nozil. C'est passé, peut-être pour le but. Oh là 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 là. Plus rien ne sera marqué. Loïc Ball puis Johan Marmot vont manquer leur tir au but. La suite, vous la connaissez. Cette nouvelle déconvenue est dure à encaisser pour nos représentants. Dès le départ, on a dit qu'on était venu pour se qualifier. Donc quand on voit qu'on rate la Ligue A de très peu, on a la chance de se qualifier. On rate la qualification de très peu encore, c'est sûr qu'il y a la déception qui prime ce soir. J'espère qu'il y aura de plus en plus de joueurs vu le parcours qu'on fait. C'est pas décevant, mais c'est clair qu'il y a des hauts et des bas, et puis il y a des détails, et je pense que ces détails, il faut vite les régler, puis il faut que les jeunes qui arrivent, ils ont vraiment envie de venir et apporter un plus à cette équipe. L'aventure de la Ligue des Nations s'achève pour la 3e fois consécutive depuis 2019 aux portes de la Gold Cup. Reste maintenant à dresser le bilan avant le début de la nouvelle édition dès le mois de septembre prochain. Et on garde donc espoir. Allez, on ne va pas clôturer ce journal avec une fausse note, puisqu'aujourd'hui c'est le 21 juin et on fête à la musique comme à l'accoutumée. Le Conservatoire de musique, danse et théâtre de Guyane a proposé cet après-midi une série de représentations mélangeant élèves et professeurs. C'était dans le hall de l'Ancre, le reportage en ambiance de Guillaume Perrault. Là, c'est l'atelier des petits atouts. C'est la chorale des 10-13 ans du conservatoire. Ce sont des élèves pour qui la chorale, c'est le premier atelier. Donc, ils ont en général 1 an ou 2 ans de pratique. On a chanté En bas des gras, Nanao, Cri de boucher, Mon lapin redoublé. Nanao, Oyapok aussi. On s'est bien amusé, qu'on a bien chanté, tout le monde était en harmonie, alors qu'on s'entraîne, mais forcément il y en a qui ne travaillent pas à la maison et pourtant ils chantent bien, ils connaissent les morceaux. On a eu l'occasion d'entendre un peu tous les départements du conservatoire. Donc nous, c'était le piano. On a pu entendre une sélection des élèves qui jouent habituellement dans les auditions. Là, la petite particularité, c'était que c'était dans le hall et puis à l'extérieur. Mais comme ça, on avait plus de public et les gens ont, je crois, bien apprécié. C'était un bon moment. C'était une volonté des enfants aussi, c'est eux qui nous ont demandé de jouer. Pour certains, il y en a qui ont joué leur première composition. Donc partager un moment de musique, c'est la fête de la musique. Et la fête de la musique se poursuit dans le hall du conservatoire où nous retrouvons Guillaume Perrault. Guillaume, bonsoir. Depuis 17h30, on l'a vu, l'ambiance ne faiblit pas au conservatoire à Cayenne. Bonsoir Annie Kerson, et nous sommes plus précisément dans les coulisses, les backstage de l'auditorium où se produit juste derrière nous l'orchestre symphonique du conservatoire. Aujourd'hui, le maître mot, c'est place aux élèves, place aux artistes qui prennent place sur scène. Alors, je suis en compagnie de la directrice du Conservatoire de musique, de danse et de théâtre de Guyane, Michael Ngoyam Ngan. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'imagine que vous êtes très fiers ce soir de voir tous vos élèves participer à cette fête de la musique. Oui, absolument. On est très fiers, toute l'équipe du Conservatoire. Ça s'inscrit en fait, on va dire que c'est le point d'arrêt d'une saison très dynamique au cours de laquelle sont présentés tous les élèves. Ils ont passé des examens dernièrement, donc là c'est un moment festif aux côtés des équipes de l'EPCC Les Trois Fleuves, des équipes techniques pour rendre ce programme. Ce
que je peux dire quand même, c'est que depuis 14 heures, se sont produits beaucoup d'enfants, beaucoup de classes, et que maintenant nous sommes aux pratiques amateurs, l'orchestre, les ateliers jazz et musique populaire pour clôturer cette fête. Alors, rapidement, c'est un lieu qui accueille beaucoup de public. Qu'est-ce que vous proposez justement à toutes les personnes ? Alors, ça me permet de vous dire que c'est la période des inscriptions et que on prend en charge vraiment toute la chaîne de l'éveil aux pratiques amateurs ou au cycle d'orientation professionnelle sur 3 spécialités, musique, danse et théâtre, 29 disciplines, une équipe qui vous attend, 40 enseignants. Voilà ce que je peux en dire. Et puis, au bout des certifications, des attestations, des brevets, d'études, des diplômes d'études également pour poursuivre ensuite vers les études supérieures. Alors merci beaucoup Michael. Alors on va vous quitter en musique, on va essayer de laisser la place aux artistes, mais on vous attend Nickerson, on sait que vous êtes un mélomane, on sait que vous aimez beaucoup la musique, alors on vous attend, il reste de la place, l'entrée est libre et gratuite jusqu'à 21h30 ici. Merci beaucoup. Merci. Et voilà donc pour cette ambiance en direct de l'EPCC à Cayenne. Dans l'ouest du pays, Guyane, un collectif d'acteurs de la musique s'est formé pour marquer le coup. Et bien, ses membres, issus d'une douzaine d'associations, se sont réunis, l'occasion de proposer des événements en réflexion depuis plusieurs années. Le reportage de Terence Moy. S'unir pour mieux s'organiser, c'est ce que veulent ces acteurs de la musique basés à Saint-Laurent. Dans quelques heures aura lieu leur premier événement ensemble à l'occasion de la fête de la musique. En fait, chacun a des compétences bien... C'est pour ça que d'ailleurs on a réuni toutes ces personnes-là. C'est que chacun a des bonnes compétences. Il y en a, ils sont techniciens. On a des gars qui ont du matériel, donc des associations qui sont déjà actives, qui font déjà des mouvements culturels comme Akoufen qui nous donne la force à l'intérieur du collectif. Et on s'est réunis avec l'idée de faire une action en commun pour voir ce que ça va pouvoir donner. Le point de rendez-vous se trouve devant le restaurant Le Corto. Ingénieurs du son, chanteurs, musiciens, ils sont une trentaine à s'être réunis autour de ce projet de collectif en devenir et déjà les bénéfices se font sentir. Déjà là, on sait qu'on est autonome pour faire une fête où on peut réunir plus de 70 artistes. On a eu un coup de main de la mairie bien sûr pour les chapiteaux, mais on aurait pu le faire tout seul. Donc déjà ça c'est super chouette de se dire qu'avec toutes nos forces on est autonome et je pense que c'est super important d'être autonome. Et voilà, ça mutualise les compétences. Se réunir en collectif permet aussi d'avoir un poids supplémentaire face aux collectivités. L'occasion d'appuyer une demande de longue date sur l'Ouest. Pour pouvoir aussi peut-être demander un lieu culturel, une salle de concert, voilà, des infrastructures afin de faire vivre la musique et la culture sur l'Ouest guyanais. Le collectif à venir doit avant tout faire ses preuves et ça commence ce soir avec la fête de la musique. Et avant de refermer ce journal, on prend tout de suite la direction de Saint-Laurent-du-Maroni. La manifestation a finalement démarré à 18h. Le groupe Raj Band a ouvert les festivités suivies de percussions avec des percussions africaines. Également de la danse. La soirée va se poursuivre jusqu'à minuit. Vous pourrez découvrir de nombreux artistes, dont un DJ âgé seulement de 12 ans. Je vous laisse découvrir cette ambiance en direct de la capitale de l'Ouest, ambiance signée Terence Moy. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information revient demain dès 5h avec Charlie Torres et Océlia Cartes. L'invité café à 7h15 et Rodolphe Alexandre, historien. Il sera question d'une conférence concernant Justin Cataillé qui parlera de la vie de Justin Cataillé. Et puis demain, vous serez en compagnie d'Anthony Hilaire. Passez une excellente soirée. L'info continue sur les réseaux sociaux et sur notre site internet lapremière.fr.